Salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau du programme de SES de première, les défaillances du marché. Et comme d'habitude, on se lance un défi, tout piger en moins de 10 minutes. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On nous présente souvent le marché comme la meilleure façon d'organiser l'économie. Mais est-ce que c'est vraiment toujours le cas? Est-ce que la fameuse main invisible d'Adam Smith arrive toujours à transformer les intérêts de chacun en bien-être pour tout le monde? Eh bien, pas vraiment. Et c'est justement ça qu'on va creuser ensemble. Voilà le programme qui nous attend. D'abord, on va poser les bases. Non, le marché n'est pas parfait. Ensuite, on va décortiquer les 3 grandes raisons de ces ratés, les externalités, les biens publics et communs, et le problème de l'information. Et pour finir, on verra comment l'État peut essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Bon, on entre dans le vif du sujet. Le marché, ce lieu de rencontre entre l'offre et la demande, ce n'est pas une formule magique. Il y a des moments où la moins visible semble, disons, un peu maladroite et où la répartition des richesses et des ressources devient tout sauf idéale pour la société. Attention, l'idée n'est pas de tout jeter loin de là. Le marché est un outil hyper puissant. Mais il a des failles, des situations bien précises où les systèmes des prix, qui est un peu son moteur, se met à dérailler ou est tout simplement inexistant. Et ces situations, ce sont nos 3 fameuses défaillances. Première défaillance, donc, les effets externes, qu'on appelle aussi les externalités. En gros, ça veut dire que nos actions économiques, que ce soit produire ou consommer, ont des conséquences sur les autres, des sortes d'impacts cachés que le marché ne voit pas. Voilà la définition un peu formelle. Une externalité, c'est quand l'action de quelqu'un a un effet sur quelqu'un d'autre sans qu'il y ait d'argent échangé. Le point clé, il est là, sans compensation. C'est un effet secondaire qui peut être positif ou négatif, mais que le prix ne prend absolument pas en compte. Et il y a 2 types d'externalités. D'un côté, les négatives. L'exemple typique, c'est l'usine qui pollue. Elle impose un coût à toute la société, la santé, l'environnement, mais elle ne le paye pas. Du coup, le marché va avoir tendance à produire trop de ce bien polluant. Et de l'autre côté, on a les externalités positives. Quand on se fait vacciner, par exemple, on se protège soi-même, mais on protège aussi les autres. C'est un bénéfice offert à la collectivité. Et là, le marché tout seul aura tendance à en produire pas assez. Le cœur du problème, c'est ça. L'entreprise ou le consommateur ne regarde que son coût privé. Le conducteur, il pense au prix de son plein d'essence, pas au coût de la pollution pour la société entière. Or, le coût social, lui, il inclut tout. Le coût privé et le coût de l'externalité. Et comme le coût privé est plus faible que le coût social, eh bien le marché produit trop de pollution. L'allocation des ressources est donc inefficace. Pour que ça soit bien concret, regardez ce chiffre. 147 milliards d'euros. C'est le coût social du bruit en France pour une seule année. Ça comprend les problèmes de santé, la perte de productivité au travail, la dépréciation des logements. C'est un coût gigantesque qui n'est pas payé directement par ceux qui font du bruit. C'est l'exemple parfait d'une externalité négative. Allez, on passe à la 2e grande défaillance du marché. Cette fois, ça concerne des biens un peu spéciaux, qui ne fonctionnent pas comme un simple croissant ou un smartphone. La question qu'on peut se poser, c'est quand quelque chose appartient à tout le monde, est-ce que quelqu'un s'en occupe vraiment? Pour y voir plus clair, il faut classer les biens selon 2 critères. D'abord, la rivalité. Est-ce que si je l'utilise, quelqu'un d'autre ne peut plus l'utiliser? Et ensuite, l'exclusivité. Est-ce qu'on peut m'empêcher de l'utiliser si je ne paye pas? En fait, les biens qui posent un vrai problème au marché sont ceux qui sont non exclusifs, les biens communs et les biens publics. Prenons d'abord les biens communs, comme les poissons dans l'océan. Ils sont rivaux, oui, parce qu'un poisson pêché par un bateau ne peut pas être pêché par un autre, mais ils sont non exclusifs, difficile d'interdire à quelqu'un d'aller pêcher en haute mer. Du coup, chaque pêcheur a intérêt pour lui-même à pêcher le plus possible avant les autres. Le résultat, une surexploitation collective qui peut détruire la ressource. C'est ce qu'on appelle la tragédie des biens communs. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, regardez un peu ces chiffres. En moins de 50 ans, on est passé de 10% à plus de 30% de stocks de poissons surexploités dans le monde. C'est la preuve que si on laisse faire les internets individuels seuls, on va droit dans le mur. Le marché est incapable de préserver cette ressource. Passons maintenant aux biens publics, comme un phare ou l'éclairage dans la rue. Eux, ils sont non exclusifs et non rivaux. Le problème ici, on l'appelle le passager clandestin. Imaginez qu'une entreprise privée installe des lampadaires. Pourquoi est-ce que je paierais pour ça? Je peux très bien attendre que mes voisins payent et profiter de la lumière gratuitement. Résultat, tout le monde pense pareil, personne ne paye et le service n'est jamais produit. Le marché est donc défaillant. On attaque notre 3e et dernière défaillance et elle est de taille, l'information imparfaite. Pour qu'un marché fonctionne bien, il faut que tout le monde ait accès à la même information. Mais dans la vraie vie, que se passe-t-il quand une personne en sait beaucoup, beaucoup plus que l'autre? C'est ça, l'asymétrie d'information. L'exemple de base, c'est celui du marché des voitures d'occasion, étudié par l'économiste George Akerlof.
Le vendeur, lui, il connaît sa voiture par cœur, les pannes, les petits défauts cachés. L'acheteur, en revanche, n'en a aucune idée, et ce déséquilibre d'informations va complètement fausser le jeu. Il faut bien faire la différence entre deux problèmes. Le premier, c'est la sélection inverse. Ça se passe avant de signer le contrat. Sur le marché de l'occasion, l'acheteur, qui se méfie, ne va vouloir payer qu'un prix moyen. Mais à ce prix-là, les vendeurs qui ont de bonnes voitures préfèrent les garder. Du coup, il ne reste sur le marché que les mauvaises voitures. Le deuxième problème, c'est l'aléa moral. Ça se passe après la signature. Une fois qu'on est assuré tout risque, on peut être tenté de faire un peu moins attention, de prendre plus de risques. Le comportement change parce qu'on se sent protégé. Et les conséquences de tout ça sont assez graves. La confiance s'effondre, les bons produits se font chasser du marché, les prix ne veulent plus rien dire sur la qualité réelle, et au final, le marché peut même s'arrêter de fonctionner complètement. Alors, on a vu ces trois gros problèmes. Est-ce qu'on est condamné à subir ces inefficacités? Heureusement, non. C'est là que les pouvoirs publics, l'État, peuvent entrer en jeu pour essayer de corriger le tir. L'objectif principal de l'État, ça va être de faire en sorte que les entreprises et les consommateurs prennent en compte les conséquences de leurs actes sur les autres. Le terme technique, c'est internaliser les externalités. En gros, c'est faire en sorte que le coût social dont on parlait au début soit enfin intégré dans les calculs de chacun. Et pour faire ça, l'État a une sorte de boîte à outils, avec 3 instruments principaux. D'abord, la réglementation. Les lois, les normes, les interdictions. Ensuite, la taxation. L'idée, c'est de mettre des taxes pour rendre plus chers les comportements qu'on veut décourager. Et enfin, les subventions. De l'argent pour au contraire encourager les bons comportements. Et ça donne quoi, en vrai? Pour la surpêche, on peut imposer des quotas. Ça, c'est la réglementation. Pour lutter contre la pollution des voitures, une externalité négative, on a le malus écologique. Ça, c'est la taxation. Et pour encourager les gens à isoler leur maison, une externalité positive, l'État donne des aides comme MaPrimeRénov'. Ça, ce sont les subventions. On arrive à la fin. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le marché, ce n'est ni tout bon, ni tout mauvais. C'est un mécanisme incroyablement efficace dans plein de situations, mais il est imparfait. Connaître ses limites, ses défaillances, ce n'est pas le rejeter, c'est plutôt se donner les moyens de l'améliorer avec une action publique bien pensée pour que tout le monde en profite. Et tout ça nous amène à la question qui tue, celle qui est au centre de tous les débats économiques. Si le marché a des ratés et que l'État doit intervenir, jusqu'où doit-il aller? Où est-ce qu'on place le curseur entre la liberté du marché et le besoin d'intervention? C'est une question ouverte et la réponse n'est jamais définitive. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.